Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Mandarin TV pour cette nouvelle émission des mandarins de l'économie et de la culture. Et aujourd'hui, dans cette période estivale à Paris, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Blanchot. Et Xavier Blanchot, très connu à Saint-Germain-des-Prés, notamment parce qu'il est le propriétaire depuis 4 générations, apparemment, d'un hôtel mythique qui s'appelle la Louisiane, et que tous les Parisiens un peu branchés, un peu arty, un peu littéraires, un peu cinéma, etc. connaissent depuis longtemps. Et aujourd'hui, nos amis chinois qui visitent ce quartier Saint-Germain-des-Prés, qui est quand même un des quartiers essentiels de la ville de Paris, eh bien, je trouve qu'ils se perdent un peu entre l'aspect historique, qui est quand même incroyable de ce quartier, et puis l'aspect complètement consommation, produits de luxe, car il y a pléthore de magasins de luxe maintenant, puisqu'on a même fermé la une pour en faire un Vuitton, voilà, et que certains points de vente disparaissent au profit de toutes les grandes enseignes. Sonia Rykiel, qui est devenue Saint Laurent, etc. Enfin, on ne fait pas de publicité, mais malgré tout, on voit que, je dirais, comme à Saint-Tropez, quelque part, eh bien, Saint-Tropez, pour moi, est un peu devenu Monaco, avec c'est LVMH-sur-Mer, et j'ai l'impression que Saint-Germain-des-Prés prend un peu le biais. Alors, parlons de vie luxueuse. La première chose qui m'a frappé, c'est que la Louisiane, c'est comme chez Castel, c'est pas marqué dans la rue, ou quasiment, parce que l'enseigne, on la voit pas. Et chez Castel, c'est pareil, si on ne sait pas que c'est là. Alors comment ça se fait que, enfin, pour vivre heureux, vivons cachés, mais en fait, vous avez du mal à vous cacher. Comment ça se fait que c'est comme ça discret? Alors, merci pour cet hommage à Voltaire. Effectivement, l'hôtel Louisiane, qui existe donc depuis 2 siècles, le plus ancien hôtel de Paris, a la chance d'avoir de très nombreux habitués et donc n'a pas forcément besoin d'une énorme publicité. Et d'ailleurs, souffrirait d'être soit un monument historique, ce qu'il ne veut pas être, soit un endroit qui serait fréquenté par des clients qui ne lui ressembleraient pas. Et donc, vous savez, c'est toujours le mythe, vous jetez les clés à la rivière et vous allez voir qui va les repêcher. Voilà, donc le bâtiment a toujours accueilli des dormeurs. Il était au Moyen-Âge l'un des dortoirs de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui était plus grande que Paris. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés sous Charlemagne est même l'abbaye la plus riche d'Europe. Il a ensuite accueilli à la Renaissance, le Saint-Germain-des-Prés était le quartier des Italiens qui ont apporté la littérature, c'est-à-dire les livres, c'est-à-dire la peau en cuir des livres, les tanneurs et les imprimeurs, les maîtres d'armes aussi, qui apprenaient des bottes secrètes aux mousquetaires du roi, et bien sûr les astronomes et les astrologues qui interrogeaient les astres pour Marie de Médicis et Catherine de Médicis, toutes ces reines florentines qui ont épousé nos rois de France. Et à ce moment-là, il a été acheté par le Doge de Venise, et donc c'était l'hôtel de Venise. Voilà. Donc vous voyez, on y dort depuis plus de 1000 ans. Sans remonter au Moyen-Âge et à l'époque des Gallo-Romains. Alors il y a des fantômes, j'imagine. Alors il y a beaucoup de fantômes. D'ailleurs, le bâtiment, c'est très drôle parce que quand on va sur les cartes archéologiques de Paris, on s'aperçoit qu'il y a eu un cimetière de Templiers dessous, il y a eu un cimetière de moines, bien sûr, il y a eu un cimetière de druides, ou en tout cas un cimetière celte, puisque en fait, la vérité, c'est qu'on a toujours enterré les gens pendant 2000 ans au même endroit. Alors évidemment, les strates de civilisation se superposent avant que ça devienne vraiment un bâtiment. Les dernières tombes d'ailleurs ont été vendues pour être déplacées. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le quartier des Halles, qui d'ailleurs est maintenant à Rungis, qui est le plus grand quartier alimentaire d'Europe, avant d'être aux Halles, au centre de Paris, était à Saint-Germain-des-Prés. Il nous reste d'ailleurs un bâtiment qu'on appelle le marché Saint-Germain. Ah oui. Et toute l'alimentation de Paris était traitée à Saint-Germain-des-Prés. Qui était la campagne. Quasiment. La rue de Seine était un marché. Et effectivement, on sortait de Paris par la porte de Bussy, moins qu'avant. Mais effectivement, il y a toujours des primeurs. Alors maintenant, il y a des primeurs bio, des primeurs durables, Moi, j'ai connu les marchands de 4 saisons avec les charrettes. Les veuves des soldats de la Première Guerre mondiale avaient le droit de prendre une charrette de légumes gratuitement et de les vendre dans la rue. Donc il y a une tradition effectivement de vente dans les rues des légumes, des fruits, et ça reste très agréable aujourd'hui d'acheter des fruits. Nous, on a un primeur avec des fruits excellents qui est à
3 mètres de l'hôtel Louisiane et les clients sont très heureux, en sortant de l'hôtel, d'acheter des fruits pour se restaurer et profiter de saveurs, y compris en plein été. Donc on n'est pas du tout dans un endroit où la modernité aurait mis en place des tours, aurait mis en place des immeubles fermés avec beaucoup de bureaux. Le 6e arrondissement, et qu'il faut le dire, qui est aujourd'hui l'arrondissement où le prix du mètre carré est le plus cher à Paris. Hein. Et c'est depuis 20 ou 30 ans, chaque année, le 6e a grimpé vers la première place, doublant les Champs-Élysées, doublant l'avenue l'avenue Montaigne, puis doublant le 7e arrondissement, jusqu'à arriver à la première place aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'appartements qui se vendent à 20 ou 30 000 euros du mètre carré. Parce que c'est un arrondissement, et notamment Saint-Germain-des-Prés, qui est resté authentique, où vous avez le meilleur mix entre les habitants, à peu près un tiers, les commerçants, à peu près un tiers, ou les salariés, il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de maisons d'édition, c'est le quartier du livre, et le quartier des arts, il y a beaucoup de galeries d'art, et un tiers de touristes qui vont dans les 65 hôtels de l'arrondissement, ou bien sûr dans les locations comme Airbnb. Il y en a, mais beaucoup moins que dans le Marais, par exemple, et donc le quartier reste vivant. Et c'est cette animation qui fait que... Alors vous avez raison, le luxe s'est installé devant l'église qui a 1000 ans quand même, hein. Mais en fait, c'est un petit carré de 300 mètres sur 300 mètres ou moins. Saint-Germain-des-Prés reste aussi un endroit avec plein de petites rues, avec des petits restaurants, des cafés où il y a 40 places, où il y a des libraires, des antiquaires, et il y a tout un petit monde, y compris de gens qui vivent sous les toitures, dans des petits studios, des appartements assez modestes. Et tout ce monde se mélange. Vous pouvez avoir, par exemple, au Café de la Palette, quelqu'un de très riche, assis à côté de quelqu'un qui touche le minimum social français, et d'un troisième qui est un étudiant sans le sou en philosophie ou en littérature. Et tout se mélange de façon très agréable, sans barrière sociale, avec une vraie mixité et une vraie... Trotsky aimait beaucoup d'ailleurs le Saint-Germain-des-Prés à cause de ce fameux cosmopolitisme. La Louisiane, c'est 120 nationalités par an. J'ai une question. Alors, la Louisiane, c'est un nom américain. Alors, à côté, il y a le Montana. Et puis, on a toujours l'idée du jazz avec Boris Vian. Pourquoi un nom américain? Alors, historiquement... D'ailleurs, la Louisiane est en français, parce que c'était quand même Louis XIV. Absolument. Alors, la Louisiane, effectivement, a été vendue par Napoléon aux États-Unis. Tout à fait. Louisiana Purchase. Il a bien fait, parce que sinon il l'aurait pris par la force. C'est ce qu'ils ont fait avec les Espagnols sur les États mexicains. Donc il a été sage, puis il avait de toute façon besoin d'argent, c'était au début de son règne. Et l'histoire, c'est un colonel de Napoléon qui, après ses dernières charges à Waterloo contre les Anglais, rentre à Paris, affronte des aristocrates qui reviennent en duel, il en embranche 2 ou 3 parce que c'est un gaillard, il est chassé par la police politique, il prend le bateau, il va aux États-Unis, il arrive à la Nouvelle-Orléans où tout le monde parlait français à l'époque, et encore aujourd'hui il y a un quartier français, il fait fortune dans le trafic de peau parce que là encore il s'est manié les pistolets et le sabre, et il revient en 1823 en France, il voit beaucoup de vieux soldats dans la rue. Et donc, il va avoir une œuvre sociale. Il va acheter ce bâtiment pour héberger des vieux compagnons d'armes. Donc, au départ, c'est une invalide, comme les invalides, mais privés, la Louisiane. Et alors, de façon très étonnante, l'hôtel va se transmettre d'officier en officier, des vétérans de Napoléon Ier, puis de... Donc, c'est un lieu militaire au départ. Au départ, c'est ça. Et d'ailleurs, Élisée Blanchot, mon aïeux, était vétéran de la Première Guerre mondiale et officier des Zouaves. Mon père était vétéran de la guerre d'Algérie, lui aussi, dans la marine et puis après dans les troupes de marine au sol. J'ai moi-même fait mon service militaire. Et donc, il y a... Mais à partir de 1880, après la Commune de Paris, tout d'un coup, les anciens militaires sont remplacés par des artistes. Alors, on peut faire une analogie entre les gueules cassées de la guerre et les gueules cassées de l'art. Parce que les artistes, souvent, ils sont maudits. Van Gogh... Picasso, les gueules cassées, c'est Picasso. Van Gogh, Picasso était très riche à la fin de sa vie. Mais Van Gogh, par exemple, n'a pas vendu une toile de son vivant. Rimbaud n'a pas vendu... Alors, pourquoi je parle de Rimbaud? Parce que Rimbaud, il a vécu à la Louisiane, avec Verlaine. Il n'a pas vendu un manuscrit de poésie de son vivant. Il a même failli brûler tous ses livres avant de partir faire du trafic en Afrique.
Et ma famille, d'ailleurs, mon grand-père Élisée Blanchot revient de la Première Guerre mondiale. Il est épuisé par les 4 ans de combat contre les Bulgares, les Turcs. Il avait fait les Dardanelles, des grands débarquements. Et du coup, c'est grâce, d'une certaine manière, à l'Asie que ma famille va rentrer dans cet hôtel. Il laisse la moitié de sa ferme du Jura à son frère et il va peindre des tableaux sans aucun intérêt, en buvant beaucoup de vin blanc, sous la tonnelle, les bords de la Marne. Et son voisin, c'est Fujita, le célèbre peintre japonais. Donc on est avant la Seconde Guerre mondiale, puisque Fujita sera rappelé par l'armée japonaise d'ailleurs pour faire des tableaux à la gloire de l'armée japonaise. Et d'ailleurs il en était très malheureux parce que l'armée japonaise s'est très mal comportée et il le savait. Il a eu des ennuis d'ailleurs à cause de ça après la Seconde Guerre mondiale. Et Fujita dit, je me suis fait avoir par le propriétaire de l'hôtel, qui est un galeriste, qui m'a dit, je prends 50% de tes ventes et en plus je te loge. Et je me suis fait avoir. Et du coup, mon grand-père rencontre le fameux galeriste, qui lui dit, j'en peux plus de tous ces artistes, ils ne payent jamais leur loyer. Et c'est comme ça qu'il achète cet hôtel pour y loger encore plus d'artistes, plus de peintres, de musiciens, de photographes, de cinéastes, d'écrivains, de philosophes. Donc le bateau Lavoir, un peu. Un petit peu. Et surtout, mon grand-père mourra avant la Seconde Guerre mondiale. C'est Marthe, ma grand-mère, qui va tenir d'une main de fer l'hôtel. Et viennent s'installer Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre qui est donc le créateur de l'existentialisme et qui attire tout un petit monde. Albert Camus, Picasso, plus tard d'ailleurs Dali viendra aussi à la Louisiane, Mouloudji, des grands écrivains, tous s'installent. Juliette Gréco, bien sûr, la chanteuse. Alors pourquoi est-ce que toutes ces célébrités viennent à la Louisiane? Parce que la magie du lieu. Parce que ma grand-mère est une as du marché noir et qu'elle arrive à acheter du charbon sans que les Allemands s'en aperçoivent. Et grâce à ça, l'hôtel est chauffé. Alors qu'à Paris, il y a l'hiver 1941, l'armée allemande va le subir à Moscou, est glacial en Europe. Et donc, elle a du charbon, parce qu'elle est très très bonne commerçante. Moitié normande, moitié franc-comtoise. Et donc, Sartre vient pour se chauffer les mains sur le poêle et écrire ses livres. Et les autres aussi. Et Juliette Gréco raconte qu'elle a d'ailleurs la seule chambre avec baignoire et de l'eau chaude. Et tous les copains se succèdent pour prendre des bains chauds pendant les hivers 1941. Avec Juliette Gréco également dans la baignoire. Et il y a des photos de Georges Dudognon, très célèbre, où on voit Juliette Gréco dans la baignoire. On ne voit, et elle a de la mousse, donc on ne voit rien d'extraordinaire, mais les photos sont très célèbres. Et tout ce petit monde va au Flore, ils vont travailler, ils écrivent des chansons, des poèmes, des livres, des traités de philosophie. Et ils vont attirer des photographes et des cinéastes. Et de là, la légende de la Louisiane va continuer. Plus tard viendront les groupes de rock, Jane Vincent, plus tard les Pink Floyd, Jim Morrison et les Doors. Il faut dire aussi, parce que sûrement on consommait à l'époque, dans les années 70, ce qu'on va appeler des produits récréatifs. Marianne Faithfull. Et puis plus tard viendra tous les jazzman, eux, ils commencent dès la Seconde Guerre mondiale. Il faut voir quand même qu'un jazzman américain, alors c'est très très drôle. En fait, on pense aujourd'hui que tous ces jazzman étaient financés par la CIA. Parce qu'il y a une lutte culturelle qui s'enclenche en 1946 entre les Américains, avec le plan Marshall, qui ont peur que toute l'Europe bascule sous l'ombre de Staline, et le Parti communiste qui fait 50% des voix en Île-de-France à l'époque, rendez-vous compte. Et à l'époque, il faut boire de la vodka, pas du whisky, il faut jouer aux échecs, pas au poker, et il faut écouter les chœurs de l'Armée rouge, et surtout pas du jazz. Et donc Saint-Germain-des-Prés, et Jean-Paul Sartre, qui est un existentialiste, mais qui ne veut pas, qui se méfie du Parti communiste stalinien à ce moment-là, comme Camus et comme d'autres, avec Boris Vian, effectivement, invite beaucoup de musiciens de jazz, et on a un agent de la CIA qui finance. À l'époque, les États-Unis vont même négocier dans le plan Marshall le fait que les cinémas français s'obligent à avoir 30% de films d'Hollywood. Et donc cette lutte culturelle, bien sûr, comme on s'appelle la Louisiane, il est très facile d'amener Sidney Bechet, Miles Davis, Bud Powell, Lester Young, Coltrane, et des plus grands jazzmen, Duke Ellington, Quincy Jones, l'homme qui a fait Michael Jackson, tous ont vécu à la Louisiane. Et le premier album de Miles Davis est même composé à la Louisiane, le premier album pour le cinéma. Mais alors le piano qui est en bas là,
Alors à l'époque, il avait monté avec une grue au 6e étage. Tout le monde a joué dessus, tous ces gens-là ont Bud joué Powell, dessus. beaucoup surtout, pour le piano. Les autres étaient plutôt des saxophonistes ou des trompettistes. D'accord. Mais Miles Davis jouait sur le toit de l'hôtel. Sur le toit de l'hôtel. Et il a composé la musique d'Ascenseur pour l'échafaud. Louis Malle a 26 ans, va le chercher à l'aéroport, il le ramène. Et il est donc avec Jeanne Moreau allongée sur le lit et il compose sur un drap blanc. Avec les images d'Ascenseur sur l'échafaud, la musique du film qui est un magnifique album de jazz. Voilà, donc c'est finalement, il n'y a pas de stratégie à la Louisiane pour amener des artistes. Ils viennent tout seuls. Par certains ne seront jamais connus, arrêteront leur carrière, et d'autres vont devenir immensément célèbres. Quentin Tarantino, quand il vient écrire Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Bastard, dont le nom du restaurant de la scène de fin s'appelle la Louisiane. Ah oui. Les travelling, quand il expliquera que les travelling de Pulp Fiction, il est inspiré par les couloirs labyrinthiques de l'hôtel, que la Louisiane n'est pas un hôtel aux normes d'aujourd'hui, c'est un hôtel qui est construit avec un mélange de bâtiments du 15e, 17e, 19e siècle, tous mélangés les uns dans les autres. Et c'est sûr que si on attend un hôtel conforme à la modernité, aux normes aujourd'hui, il ne faut pas venir à la Louisiane. Donc vous n'avez pas les systèmes d'étoiles? Alors, machin, non, tout ça. on est à un équivalent 2 étoiles plus. Et le confort est là, le Wi-Fi est très rapide. Bien sûr que tout le monde a une salle de bain privative. Les lits sont d'excellente qualité. Et notre petit déjeuner a souvent été salué. Mais on marche dans la rue, on fait 4 mètres et on est au Chez l'Abbaye, au bar du marché, à l'Atlas, Oui. au Bussy, à la Palette. On marche 5 minutes, on est au Flore, au Demago. Le Demago qui est l'endroit que je recommande à tous nos auditeurs, parce que c'est aujourd'hui devenu c'est formidable, le Demago. Voilà. C'est l'endroit où c'est le plus agréable d'aller boire un verre, de déjeuner, de dîner en terrasse, c'est magnifique. Devant l'église Saint-Germain-des-Prés en plus. Et c'est tenu par une famille qui fait un travail extraordinaire, je tiens à le dire. Sans donner leur nom, voilà. Catherine, la bosse, elle fait un travail remarquable pour Saint-Germain-des-Prés, puisque bien sûr on en bénéficie tous. Donc je ne voudrais pas qu'on dise que Saint-Germain-des-Prés c'est uniquement le luxe, puisque la Louisiane c'est quand même 80 chambres. Voilà, le fait qu'on n'ait pas des néons rouges qui brillent dans la nuit ne veut pas dire qu'on ne nous trouve pas. De toute façon aujourd'hui, vous savez, les voyageurs, ils ont Internet, ils ont les téléphones mobiles, et ils ont les cartes. Donc l'important, c'est qu'on nous voit sur une carte de téléphone et pas forcément qu'on nous voit. Tout le monde réserve à peu près son voyage maintenant sur un téléphone mobile. Et donc. Mais alors le quartier, effectivement, vous avez expliqué quand même cette partie d'histoire qui est tout à fait d'abord ancienne, bon, historique et monarchiste, royaliste, impériale avec Napoléon. C'est Napoléon qui fait d'ailleurs. C'est Napoléon Ier qui trace le chemin, qui relie le boulevard Saint-Germain à la rue de Bussy et déporte la rue de l'Hôtel de Venise à la rue, aujourd'hui l'Hôtel Louisiane, parce qu'il voulait aller en ligne droite, c'est un homme pressé, Napoléon, du Sénat où il vivait à ce moment-là en 1802, 1801, 1802, jusqu'au Louvre où était le ministère de la Guerre. Et Napoléon est le chef d'État dans l'histoire du monde qui a échappé au plus grand nombre d'attentats. Et rendez-vous compte qu'il est mort dans son lit alors qu'il a participé à des centaines de batailles et qu'il a échappé à des dizaines d'attentats. C'est une espèce de miracle en soi. Et donc... Mais alors, il n'a pas fait grand-chose en termes d'urbanisme, Napoléon Ier, mais il a fait la ça. passerelle des Arts, c'est lui aussi. La passerelle des Arts. Il a fait l'endroit le plus romantique de Paris, où on a la plus belle vie sur la capitale, la plus belle vue. C'est cette passerelle qui relie la rive gauche et la rive droite, l'Académie française, qu'on appelle le Palais Mazarin ou le Palais Richelieu, à la cour carrée du Louvre, qui est un endroit magique. Et quand vous êtes au milieu, vous êtes au meilleur endroit de Paris. Voilà. Donc, et ça s'appelle la passerelle des Arts. Donc, ce grand homme de guerre, qui est aussi l'inventeur du Code civil, qui est aussi un grand législateur, et qui est un grand urbaniste. Pas uniquement parce qu'il a fait des murailles et des forts militaires, il a aussi... Mais par rapport à son neveu Napoléon III, alors, c'est pas comparable. Et Napoléon III n'a pas mis les pieds à Saint-Germain-des-Prés. Napoléon III... C'était pas son quartier. C'était pas son quartier. Par contre, le baron Haussmann, qui était son ministre de la ville, qui est quelque part l'inventeur de ce prime, en disant « Construisez tous les immeubles, tracez toutes les routes, tout le monde sera payé. Le trésor impérial garantit le paiement de toutes les factures. » Ce qui est une invention absolument géniale, a permis la transformation de ce Paris haussmannien. Et la rue du Four, qui est juste à côté de l'hôtel, est une rue haussmannienne. Le boulevard Saint-Germain est haussmannien. La rue de Rennes, qui relie exactement la gare Montparnasse à l'église Saint-Germain-des-Prés, est haussmannienne. Donc non, la rive gauche bénéficie... Non, alors l'hôtel Louisiane est à la frontière entre le Paris haussmannien de la rive gauche et les vieux quartiers valois, donc des rois, Philippe le Bel et les suivants,
Parce qu'effectivement, même les rois Bourbons ne s'intéressaient pas tellement à la rive gauche. Les rois, Louis XIV part à Versailles, il quitte le Louvre. Donc la rive gauche a été Parce que la rive gauche, c'est récent. Enfin, les gens étaient plutôt, à un moment donné, le Marais. Ensuite, ils ont traversé à la suite de Marie de Médicis avec le Luxembourg. Alors non, c'est pas récent, mais c'était plus modeste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je suis sûr que nos spectateurs ont entendu parler du fameux quartier latin. Et en fait, il y a une bataille depuis plusieurs centaines d'années entre deux quartiers, Saint-Germain-des-Prés et le quartier latin. Et je le dis avec plaisir, parce que c'est Saint-Germain-des-Prés qui a gagné finalement cette bataille au bout de 2 ou 3 siècles. En fait, le roi de France était très énervé par les docteurs en droit de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés qui dépendaient du pape. Parce que les moines et les docteurs en droit dépendent du pape. Et il a dit à Robert de Sorbon, je veux mon université et je veux mes docteurs en droit quand j'aurai une dispute avec l'Église. Et donc c'est la création de la Sorbonne. Et donc cette guerre va continuer entre les écoles du 6e arrondissement, les Beaux-Arts, et Sciences Po, bien sûr, et face à Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, la Sorbonne et Normal Sup. Dans les révolutions de 1968, c'est le quartier latin où on voit les révolutionnaires, y compris les révolutionnaires maoïstes d'ailleurs, faire des manifestations. Et aujourd'hui, parce que Sciences Po et les Beaux-Arts ont battu un peu la Sorbonne, tous les étudiants viennent faire la fête dans notre quartier. Sciences Po a un rayonnement absolument international, avec des étudiants du monde entier, des chercheurs, des prix Nobel. Et donc, alors que le quartier latin s'est rendormi, et j'allais dire, Saint-Germain-des-Prés était endormi dans les années 60 et maintenant vit la nuit et jour de façon extraordinaire. Et inversement, le quartier latin, lui, s'est rendormi. La frontière, c'est le boulevard Saint-Michel. Voilà. Donc, et la Louisiane est exactement au milieu de Saint-Germain-des-Prés. On peut dire que Saint-Germain-des-Prés, ça va de la place Saint-Michel jusqu'à la rue Saint-Guillaume avec Sciences Po, au Luxembourg, qui est le plus beau parc de Paris, avec le palais du Sénat, et jusqu'à la cour carrée du Louvre et la passerelle des Arts. Et si vous tracez une croix entre ces 4 points, exactement, vous arrivez au 60 rue de Seine, qui est l'hôtel Louisiane. C'est comme les pyramides, vous êtes bien placés, les astres, vous êtes au milieu des astres. Souvent, des connaisseurs me disent que le cœur de Saint-Germain-des-Prés, qui est un peu notre Saint Graal à nous, est enterré dans la cave ou dans les murs de l'hôtel Louisiane, et que l'hôtel garde l'esprit universel et qui est d'abord aussi un esprit de résistance. Saint-Germain-des-Prés, c'est la résistance. On résiste à la pensée unique. Donc, justement, je vais vous poser la question. À votre avis, alors quand on constate cette histoire merveilleuse, et puis vous expliquez un peu le pourquoi du comment, c'est formidable, vous connaissez bien votre sujet, vous êtes passionnant. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Parce qu'on a cette partie luxe culturelle actuellement, rue de Seine, on a beaucoup de galeries avec l'art africain, dont on lit qu'ils ne veulent plus être africains, ils veulent être art international. Donc on change de catégorie, c'est parfait, c'est très bien. À votre avis, qu'est-ce que va devenir Saint-Germain-des-Prés? Puisqu'on dit qu'il n'y a plus d'après après Saint-Germain-des-Prés, c'est une jolie chanson. De Jules Gréco. Depuis Gréco. Voilà. Et donc, on va vers le luxe, on va vers Saint-Tropez, c'est un peu Saint-Tropez-sur-Seine, mais qui n'est plus du tout celui qu'on a connu il y a très longtemps. Et à votre avis, on va garder cet aspect historique, l'aspect luxe qui arrive. Quel est l'avenir à court terme du quartier? Alors, je ne crois pas, parce que si on observe bien les Champs-Élysées, où on va voir des milliardaires de Dubaï, d'Arabie Saoudite, et d'ailleurs on voit beaucoup de femmes voilées maintenant aux Champs-Élysées, et aussi bien sûr des Russes, des Ukrainiens, des oligarques. Saint-Germain-des-Prés est trop étroit pour eux. Ils veulent toujours avoir 500 mètres carrés, l'immeuble entier. Donc, il y a quelques, bien sûr. Mais les propriétés sont tellement fractionnées qu'avant d'arriver à réunir des immeubles en arrivant à acheter, peut-être que dans plusieurs siècles, ça peut arriver. Mais je ne crois pas. Je crois que l'intérêt de Saint-Germain-des-Prés, c'est de rester authentique et justement de ne pas devenir une sorte de Disneyland comme l'avenue Montaigne et les Champs-Élysées le devient. Et moi, j'ai connu d'autres Champs-Élysées dans ma jeunesse et j'y vais plus parce que justement, je n'ai pas envie du tout de me retrouver dans une espèce d'annexe de Dubaï. Ça ne me fait pas du tout plaisir. Alors donc qu'est-ce qui va se passer autour de l'église, autour de la Louisiane, autour de la rue de Bussy, de la rue de Seine? En fait, on a, Dieu merci, un très bel établissement qui est le Bon Marché, qui maintenant dit qu'il est à Saint-Germain-des-Prés, et tant mieux. D'ailleurs, le groupe Mandarin Oriental a acheté le Lutetia, oui. Preuve de l'intérêt de l'Asie pour notre quartier. Je pense qu'on restera dans une forme de discrétion, parce que le luxe,
quand il est tapageur, c'est pas l'intérêt de tout le monde. La boutique Hermès de la rue de Sèvres est absolument magnifique. Elle est assez grande, mais ce n'est pas un supermarché du luxe. Et je pense que les showrooms des grandes marques, la boutique Yves Saint Laurent de la place Saint-Sulpice, la boutique Louis Vuitton de la place Saint-Germain-des-Prés, boutique Rolex, bien sûr, Gucci, boulevard Saint-Germain ou Ralph Lauren, arrivent justement à garder quelque chose d'authentique et quelque chose de discret et de classe, hein, de stylé. Et ce qui n'est pas forcément le cas des boutiques de luxe qu'on peut trouver dans d'autres parties du monde et même rive droite. Donc je ne suis pas du tout inquiet. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de gros porteurs en termes d'hôtellerie. Le 6e, c'est 65 hôtels. Vous avez 3 hôtels de plus de 80 chambres, dont la Louisiane, avec bien sûr le Lutetia. Mais vous ne pouvez pas non plus entasser des milliers de gens, parce qu'il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas des grands hôtels. La Samaritaine, c'est en face. On n'est plus dans le quartier. Mais la Samaritaine, oui, alors elle est en face de la rue Dauphine. Ouais. Donc on peut, alors comme le Cheval Blanc est classé comme l'un des 2 meilleurs hôtels du monde, tant mieux pour nous. Et le Cheval Blanc, il regarde Saint-Germain-des-Prés. Si vous êtes à la porte, vous allez pas, derrière, il n'y a rien. D'ailleurs, le quartier est complètement mort, rue de Rivoli, parce que le chantier a tué toute cette partie. Et quand vous sortez, vous rentrez sur le Pont-Neuf et vous avancez et vous êtes dans Saint-Germain-des-Prés. Donc moi, je pense que, bien sûr, on aura une clientèle de lettrés, d'amoureux des arts, d'amoureux de la musique, qui aura des moyens, mais on va échapper. Alors, parfois, on n'y échappe pas. Il y a parfois des événements un peu bizarres. Il y a du dating des sociétés de Dubaï et du Qatar et d'Arabie Saoudite qui parfois louent les bars pour faire du dating entre les familles princières. C'était très étonnant de voir tout d'un coup toutes ces grosses voitures avec chauffeur à l'été. Ils font plutôt ça pendant le ramadan d'ailleurs. Mais globalement, on échappe à ça. Aujourd'hui, moi je suis ravi d'avoir des clients lettrés chinois qui sortent des grandes universités, des laboratoires de recherche, qui parfois savent plus de choses sur la culture française, la littérature française, le cinéma français que nous-mêmes. Parce que les moyens... Ils nous aiment, ils aiment notre pays. Voilà. Moi, je suis un amoureux de la Chine. Je me suis passionné pour les royaumes combattants, les 7 royaumes combattants, puis les 3 royaumes combattants, pour la révolution chinoise aussi. Et donc, j'ai une grande passion pour l'Asie, et particulièrement la Chine, qui est une des premières civilisations, peut-être une des plus anciennes, avec l'Égypte. Et qui nous a beaucoup apporté. Je disais que Saint-Germain-des-Prés descend de la Renaissance italienne, et la Renaissance italienne, c'est Marco Polo, qui fait ce grand voyage pour aller voir Kublai Khan à Pékin, et qui revient et qui apporte pas uniquement la pizza et les spaghettis, qui apporte un grand nombre de choses. Le livre des merveilles. Absolument. L'a-t-il vraiment vécu? Parce que les Chinois disent que tout n'est pas complètement... Les Italiens sont toujours des raconteurs un peu d'histoire. Il y a des controverses. Mais voilà, donc non, je pense que d'ailleurs, il y a des jumelages entre Saint-Germain-des-Prés et des villes en Chine, dont je ne me souviens plus du nom, mais il y en a plusieurs. Mais des villes de même taille ou des mégapoles ou des villes culturelles? Plutôt des villes culturelles. D'accord. Et puis on a de toute façon au Sénat Jean-Pierre Raffarin, qui est un grand amoureux de la Chine. Bien sûr. Et qui est juste à côté de l'hôtel Louisiane, donc. Et d'ailleurs, on a historiquement, alors c'était quand j'étais étudiant, pour manger asiatique, on allait toujours manger dans le 6e ou le 5e, rue Saint-Jacques, rue Dauphine. Les petits Chinois. Absolument, les petits Chinois. Alors, qui après sont devenus parfois, pour certains d'entre eux, des petits Vietnamiens ou d'autres des petits Japonais. Mais en fait, très souvent, les restaurants vietnamiens et japonais sont en fait tenus par des Chinois à Paris. C'est assez drôle, au gré des chiffres d'affaires. Mais effectivement, on peut aujourd'hui, on a le meilleur restaurant de ramen est juste à côté de l'hôtel, Kodawari. Et on a 2 autres qui sont rue Grégoire de Tours, encore plus près de l'hôtel. Et vous voyez des queues de gens qui veulent absolument manger leur ramen. Rue du Sabot, c'en est un, non? C'est absolument. Voilà. C'est une institution. Et donc, ça fait partie maintenant le ramen fait presque partie de la culture de Saint-Germain-des-Prés. Oui, donc c'est vraiment cosmopolite. Voilà. Et puis, ce qui change ici, par exemple à la Louisiane, on n'a pas des réceptionnistes qui se contentent de prendre des clients. Je disais que je ne veux pas être ou très peu sur Booking, je ne suis pas sur Expedia. Je travaille très peu avec les agences de voyage en ligne comme Trivago, Hotel.com. J'espère qu'on nous trouve par notre histoire
par nos petits événements. On fait des événements d'art contemporain, des événements de design, du théâtre. C'était à la signature de Frédéric Bilbédé. Merci voilà, beaucoup, il y a voilà. quelques temps. Et on a une vie événementielle qui fait que ce que font plus du tout les hôtels. On est le dernier hôtel du quartier, voire de Paris, à faire ça. Des petits concerts, des pièces de théâtre dans nos salles. Et nos réceptionnistes sont souvent des diplômés de la Sorbonne ou de Sciences Po. Ils peuvent conseiller sur le quartier, ils travaillent à l'ancienne, ils écrivent, on correspond avec nos clients, on répond, ce que ne font malheureusement plus les systèmes automatiques. Et demain, avec l'intelligence artificielle, on va avoir déshumanisé complètement le voyage. C'est en route. D'ailleurs, c'est l'objectif des compagnies aériennes, des agences de voyage. Nous, on travaille vraiment à l'ancienne, avec un rapport particulier entre le réceptionniste qui a un sourire, qui s'intéresse au client, qui l'écoute, qui lui donne des conseils, qui connaît le quartier lui-même. Et on restera, et tant qu'à Saint-Germain-des-Prés, vous aurez des hôtels, des restaurants, des petits bars. On a une réceptionniste qui a écrit un roman sur l'hôtel, Charlotte Saliou, qui a écrit Le Refuge des Étoiles, ou qui se passe dans les chambres de l'hôtel. On a inspiré des tournages. Autour de minuit a été tourné à l'hôtel. Il y a eu plein de courts-métrages qui ont été tournés à l'hôtel. Alors qu'est-ce que c'est cette fresque énorme, ce street art là, qui est à gauche, qui fait, je sais pas, 5-6 mètres? Ça illustre. Alors, effectivement, on a une fresque en chêne massif, taillée dans le chêne massif, avec les visages de nos clients les plus célèbres. D'autres vont arriver, d'ailleurs, on va en mettre d'autres. Ça raconte, au travers des siècles, de Rimbaud à Verlaine jusqu'à Juliette Binoche. Alors c'est comme le café de flore, quand on s'installe au café de flore, on a une serviette en papier avec les dessins des clients. Et j'ai toujours râlé en disant que je ne me suis jamais trouvé en dessin, bien que je sois un bon client du café de flore, je ne me suis jamais trouvé en dessin dans le papier. Parce que vous n'êtes pas encore décédé, tant mieux, Michel. Mais il y a effectivement, Quentin Tarantino n'est pas décédé non plus, tout le monde n'est pas c'est sûr que Camus, Sartre, Simone de Beauvoir ne sont plus là, mais c'est à la fois un témoignage, et c'est aussi, par la matière, le chêne massif et le travail de celui qui a gravé et dessiné les visages dans le bois, un hommage aussi au travail manuel et artistique de Saint-Germain-des-Prés. On est le quartier des Beaux-Arts. Bien sûr. Voilà. Et il faut garder cette tradition du travail manuel, artistique, peinture, ébénisterie, sculpture. Voilà, c'est aussi notre ADN. Écoutez, c'est formidable. En tout cas, on voit qu'on vient de 1000 ans d'histoire et grâce à vous et à tout le quartier, on a encore 1000 ans devant nous. Voilà, merci beaucoup en tous les cas, cher Xavier, et je vous dis à très bientôt, où vous savez. Merci beaucoup, Michel.